Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Bernard Tapie lance sa contre-attaque, mis en examen pour escroquerie en bande organisée. L'homme d'affaires affirme vigoureusement qu'il n'y a rien dans le dossier et fustige les fuites orchestrées dans les journaux. Retour médiatique d'un Bernard Tapie au langage plus fleuri que jamais. Extrait et réaction dans ce journal. Le gouvernement défend cette semaine au Parlement sa copie sur les économies à réaliser l'an prochain. Alors où trouver 14 milliards d'euros? Collectivités locales à la diète, coup de rabot imminent sur les dépenses sociales. Quel est le plan de l'exécutif? Élément de réponse avec notre invité ce soir, c'est le rapporteur général du budget, François Marc, tout à l'heure. En Égypte, l'armée pose ses conditions. Elle donne 48 heures au pouvoir pour trouver une solution à la crise. Les revendications du peuple doivent être satisfaites, affirme le chef d'état-major des armées. Cri de joie sur la place Tahrir, toujours noir de monde. Les faits dans ce journal. Et puis, accusés, répondez. Les États-Unis sommés de s'expliquer sur l'espionnage dont est soupçonnée l'agence américaine NSA. Les Européens visés, dont la France, menacent de bloquer les négociations commerciales à venir. Barack Obama promet des éclaircissements. Les détails à suivre. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie. Il y a eu d'abord le livre intitulé « Un scandale d'État », oui, mais pas celui qu'il vous raconte. Et puis, il y a l'interview musclée ce soir, mis en examen pour escroquerie en bande organisée dans l'affaire Adidas. Bernard Tapie s'est défendu sur France 2. L'homme d'affaires qui sort de 4 jours et de 4 nuits de garde à vue lance sa contre-offensive en affirmant qu'il n'y a rien dans le dossier des enquêteurs. C'est Christine Lagarde qui a pris la décision de l'arbitrage avec le feu vert de l'Élysée, mais sans aucune pression de ma part, a-t-il dit. On l'écoute. Qui a pris cette décision de l'arbitrage? Madame Lagarde. Madame Lagarde. Absolument. Est-ce qu'on peut imaginer dans un quinquennat comme celui de Nicolas Sarkozy, où il décidait de tout, que ce ne soit pas lui qui ait pris cette décision, qui ait au moins donné son feu vert? Et là encore, ce n'est pas une décision illégale, mais est-ce que ce n'est pas lui, de toute évidence, qui a pris cette décision? Alors, Je vous là, pose la vous question. avez raison d'aborder ce problème sous cette forme. Il n'est pas pensable, aucunement, qu'il n'ait pas donné son feu vert. C'est impossible. Toutes mes visites à l'Élysée, que ce soit avec les conseillers du président, que ce soit avec le président, je les ai faites en passant par la porte, en signant le registre et en ne cachant rien à personne. Donc, Pour défendre votre dossier. Comment? Pour défendre votre dossier. Jamais au président de la République. Aux conseillers chaque fois qu'ils me l'ont demandé. Moi, M. Sarkozy, je peux le voir 30 fois, pas une fois je vais lui parler de l'arbitrage. Parfaitement. Voilà, et nous reviendrons sur cette actualité autour de Bernard Tapie avec nos invités dans un instant. C'est l'éditorialiste au Figaro, Yvan Rioufol, le rapporteur général du budget au Sénat, François Marc, et notre chroniqueur économique, Jean-Louis Combeau. Dans l'actualité aujourd'hui, la situation s'accélère en Égypte. L'armée prend clairement position en faveur des manifestants. Le porte-parole de l'armée a lancé un ultimatum de 48 heures au pouvoir politique. Faute de quoi, les militaires prendront les choses en main pour imposer leur feuille de route et donc provoquer des élections anticipées. Au bout d'une année de pouvoir, les frères musulmans, au bilan décrié, pourraient ainsi être chassés. On voit tout cela avec Cécile Sixou. Place Tahrir, cet après-midi, la foule est en liesse. Elle vient d'entendre l'ultimatum lancé à la télévision par l'armée aux forces politiques au pouvoir. Ces dernières ont 48 heures pour résoudre la crise et satisfaire les demandes du peuple. Si les revendications du peuple ne sont pas satisfaites durant cette période, les forces armées, conformément à leurs responsabilités nationales et historiques, et par respect pour les demandes du grand peuple égyptien, annonceront une feuille de route et des mesures pour superviser leur mise en œuvre. Une annonce saluée par l'opposition qui a, quant à elle, donné 24 heures à Mohamed Morsi pour quitter le pouvoir. En cas de refus, elle promet une campagne de désobéissance civile. Nous revendiquons une seule chose, le peuple veut la chute du régime. S'il ne chute pas, nous allons arriver à une autre phase qui se caractérisera désormais par une désobéissance civile totale. Demain, on commencera à 17 h. Tous on a pris cette décision.
Le rendez-vous le mardi à 17 h si rien ne change dans le pays. 4 ministres ont déjà démissionné après les manifestations historiques de ce week-end. Les Égyptiens étaient 14 millions dans les rues pour réclamer le départ du président. Des heurts ont éclaté. Au total, 16 personnes ont trouvé la mort. Ce soir, les protestations se poursuivent, place Tahrir. Tous espionnés. Au total, 38 ambassades dans le monde seraient écoutées par les États-Unis. Les représentations françaises sont particulièrement visées. François Hollande juge inacceptable de telles pratiques et menace de bloquer les négociations commerciales entre les États-Unis et l'Union européenne. Alors, de quoi s'agit-il? D'espionnage économique, industriel et diplomatique à grande échelle, avec un but pour les États-Unis, garder une longueur d'avance sur ses partenaires. Barack Obama promet ce soir des explications, mais minimise en le même temps ses activités. On voit tout cela avec Sophie Normand et Alexandra Colino. L'information est révélée par The Guardian et Der Spiegel. Des lieux hautement stratégiques de l'Union européenne à Washington auraient été espionnés par les États-Unis. Écoute, infiltration des réseaux, l'Agence nationale de sécurité aurait intercepté des millions de courriels et d'appels, avec pour cible principale l'Allemagne. Ces révélations proviennent des documents ultra sensibles d'Edward Snowden. Depuis, l'Europe est sous le choc. Les relations avec les alliés d'outre-Atlantique se sont glacées. Compte tenu de ces allégations, le président Barroso a ordonné aux services compétents de la Commission de procéder à un contrôle complet de la sécurité. La représentante de la diplomatie européenne, Catherine Ashton, a demandé aujourd'hui à John Kerry, le secrétaire d'État américain, de clarifier au plus vite la situation. Mais l'incriminé s'est montré plutôt cynique. Ce que je sais, c'est que c'est une pratique habituelle pour beaucoup de pays. Pour François Hollande, ce type de comportement entre partenaires et alliés n'est pas acceptable. Quelles seront les conséquences à tirer? D'abord que ça cesse dans les meilleurs délais. J'allais dire immédiatement. Ensuite qu'on ne peut avoir de négociations ou de transactions sur tout domaine qu'une fois obtenu ces garanties. Pour la France, mais ça vaut pour toute l'Union européenne. Et j'allais dire pour tous les partenaires des États-Unis. Laurent Fabius devait recevoir l'ambassadeur des États-Unis avant de se mettre en contact avec John Kerry. Ce scandale pourrait provoquer une crise politique majeure, rappelant la guerre froide. Certains, comme Daniel Cohn-Bendit, demandent l'arrêt immédiat des discussions sur les accords de libre-échange. Voilà, et sur ce sujet, j'ajoute que l'informaticien américain à l'origine de toutes ces révélations, Edward Snowden, a demandé aujourd'hui l'asile politique à la Russie. Dans l'actualité, un projet de loi à la fin de l'année sur l'euthanasie, date désormais envisagée par François Hollande après un débat public souhaité par le comité consultatif d'éthique. Ce comité a rendu aujourd'hui un rapport sur le sujet, un rapport, mais pas vraiment, vous allez le voir, un avis, puisque le comité s'est montré divisé. Les détails avec Nathalie Guilloire. Statu quo du comité consultatif national d'éthique. Il ne recommande ni la légalisation de l'euthanasie, ni l'assistance au suicide. Le comité s'est montré divisé sur ce sujet. Pour certains, l'aide active à mourir pourrait être mal perçue par les patients. Il fallait faire attention à ne pas fragiliser la relation notamment entre les patients et les médecins. Qu'un patient qui entre à l'hôpital soit toujours pleinement certain de ce que c'est la bienfaisance qu'on va rechercher pour lui et qu'il n'y aura pas d'échappatoire quand bien même il aurait une baisse de régime. Un point fait l'unanimité. Aujourd'hui, un patient peut donner son avis sur son traitement de fin de vie. Problème, cet avis ne s'imposait pas aux médecins. Dans son rapport, le comité d'éthique veut rendre ces directives dites anticipées plus contraignantes. Nous recommandons que les médecins, en particulier, s'engagent dans un dialogue avec les personnes malades très en amont de la fin de vie. Et dans ce cas, qu'est-ce que les patients, qu'est-ce que les personnes souhaiteraient, ne souhaiteraient pas, quelles réponses pourrions-nous apporter? Et tout ceci, cette espèce de pédagogie pourrait faire l'objet des futures directives anticipées. À la suite de cet avis, le président François Hollande a annoncé l'organisation d'un débat public, mais aussi un projet de loi pour la fin de l'année. L'assistance médicalisée pour mourir dans la dignité était l'un des engagements du candidat Hollande à la présidentielle.
Et retour à présent sur l'actualité de la soirée, c'est la contre-offensive de Bernard Tapie. L'homme d'affaires s'est vigoureusement défendu sur France 2 avec un langage parfois cru. Il affirme que tout ceci est un complot contre lui. On va écouter un nouvel extrait de cette interview. L'homme d'affaires nie bien connaître le juge-arbitre Pierre Estout, mis en examen, comme lui, pour escroquerie en bande organisée. Écoutez. Je voudrais que vous arrêtiez de prendre pour argent comptant ce qui a été dit pour l'instant dans la presse. Soyez patients. Maintenant que les avocats ont accès au dossier, je vous promets que vous n'allez pas être déçus. Tout va sortir. Pas seulement, laissez-moi dire, pas seulement les petites fuites organisées auprès des 3-4 qui sont copains et qui adorent servir de lièvre pour imposer à l'opinion publique des contre-vérités. Je vous confirme de nouveau que la relation qui va être prouvée entre moi et Stoup est nulle. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas croisé, évidemment, mais elle est nulle. Et qu'il a rendu des consultations juridiques, non pas directement pour vous, mais sur les actionnaires minoritaires de Bernard Tapie Finance. L'un de vos ex-avocats, qui a aussi travaillé pour vous, Maître Chouraki, l'a reconnu. Il n'était pas mon avocat, Chouraki n'a jamais reconnu ça. Vous allez vous rappeler, on est à la télévision. Ce qu'on est en train de dire, ça va être enregistré. On aura l'occasion de vérifier. Vous êtes en train de dire des choses, et je vous garantis que vous dites des choses qui ne sont pas vraies. Voilà, et on parle de cette actualité et d'autres sujets avec nos invités ce soir. Yvan Rioufol, bonsoir et bienvenue, éditorialiste au Figaro. Avec nous également notre chroniqueur économique, Jean-Louis Gombault. Bonsoir Jean-Louis. Et invité politique ce soir, c'est François Marc, le rapporteur général de la Commission des finances du Sénat. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Yvan Rioufol, tout d'abord, comment l'avez-vous trouvé, Bernard Tapie? Combatif, offensif, arrogant ou victime? Il a voulu se présenter comme étant victime. Je l'ai trouvé offensif, arrogant, comme vous le dites. Je l'ai trouvé acteur, dans le fond, ce qu'il est aussi. Et on a vu qu'il poursuivait les lignes de ces dossiers qui sont des dossiers de justice spectacle. Nous avons assisté à un épisode d'une justice spectacle. Et c'est ce qui est en fait très désarmant dans ces genres de prestations, c'est que d'un côté, vous avez une partie de la presse qui nous dit, qui nous somme de croire qu'il y a un scandale, dans le scandale Tapie, et aujourd'hui, vous avez Tapie lui-même qui s'auto-acquitte, si je puis dire. Et avec tout ça, le jugement de l'opinion est de se faire sur des a priori, dans le fond. Et donc, c'est pour ça que je suis très réticent à chaque fois à commenter ces affaires, car nous n'avons pas les éléments. Bien sûr. Mais peut-être qu'on peut remonter ce soir à l'origine de l'affaire. D'ailleurs, Bernard Tapie n'a cessé de le faire ce soir sur France 2, c'est-à-dire à la transaction de la banque du Crédit Lyonnais sur cette vente Adidas. Est-ce que Bernard Tapie a été volé, trompé à ce moment-là? Écoutez, la banque Crédit Lyonnais de l'époque était une banque publique, n'était pas une banque très recommandable. Il faut quand même se souvenir de ce qu'était cette banque publique qui avait quand même eu quelques liens avec des affaires plus ou moins douteuses. Et d'ailleurs, le fait que l'incendie de ces archives ait eu lieu fort opportunément laisse à penser aussi qu'il y avait peut-être des traces à effacer. Donc on est donc quand même, je voudrais quand même rappeler ce qu'était ce Crédit Lyonnais de l'époque, qui était encore une fois cette banque publique qui n'existe plus aujourd'hui puisque le Crédit Lyonnais a été privatisé. Donc on peut imaginer qu'il y avait des pratiques certes douteuses et peut-être des pratiques peu recommandables de la part du Crédit Lyonnais, en effet. François Marc, il y a eu 16 ans, on va le rappeler, 16 ans de procédure avant d'arriver à l'arbitrage. Est-ce que cette décision d'arbitrage, sans rentrer dans le détail, est-ce qu'elle était absurde, grotesque pour mettre fin à cette longue série judiciaire, selon vous? Je pense qu'il y a une procédure qui est engagée, il y a une enquête, il y aura certainement une dimension contradictoire dans tout ça, donc on verra clair une fois que la justice aura fait véritablement le maximum pour que la vérité soit connue de tous. Moi je fais confiance. Et Bernard Tapie parle ce soir d'instrumentalisation de la justice, d'un complot. Oui, c'est des choses qu'on entend souvent de la part de personnalités qui sont aujourd'hui dans cette situation, donc je pense qu'il ne faut pas non plus considérer cette prestation aujourd'hui de Bernard Tapie comme quelque chose d'extraordinaire. Je pense qu'il se défend et il utilise les armes qu'il connaît, qu'on lui a toujours connues dans le passé. Et je pense qu'au-delà de tout ce tintamarre, la justice va faire son travail sereinement et on va voir la vérité un jour. Cela s'inscrit tout de même dans une série de révélations qui visent toutes Nicolas Sarkozy naturellement. Et il y a quand même une sorte de fragilité des accusations qui sont apparues en tout cas dans l'affaire Bettencourt, qui est l'autre affaire qui accable Sarkozy et son entourage. Et on se rend compte que sur cette affaire-là, en tout cas, il semblerait, à travers le non-lieu qui est réclamé par le parquet, au bénéfice de Nicolas Sarkozy, mais également d'Éric Woerth, qui a été quand même accusé à longueur de
d'années, si je puis dire, parlant de l'année dernière. Donc on se rend compte qu'il y a là quand même aussi des sortes, alors je ne vais pas reprendre le terme de complot, bien entendu, mais d'instrumentalisation de la justice. Bernard Tapie affirme, lui, que c'est Nicolas Sarkozy qui est visé, c'est lui qu'on essaye d'accrocher, dit-il. Il y a une instrumentalisation de la justice, à l'évidence en tout cas, à travers l'affaire Bettencourt, peut-être à travers l'affaire Tapie, afin de citer plus nommément celui qui peut gêner en 2017, qui est Nicolas Sarkozy. Donc il ne faut pas non plus être totalement naïf sur ces fuites très opportunes. Mais aller jusqu'au bout, instrumentalisation par qui? Elle serait instrumentalisée dans ce cas-là par ceux qui n'ont pas intérêt à ce que Sarkozy se présente. La gauche, bien entendu. Alors François-Marc, la réponse. Non, je crois que c'est pas la peine de répondre à ça. Instrumentalisation de la justice concernant Bernard Tapie. On sait quel est le parcours de Bernard Tapie, qui a toujours flirté avec la ligne jaune. Et en l'occurrence, il y a ici certainement un certain nombre de choses qui se sont passées, qui ne sont pas claires, qui sont suspectes. Et il appartient à la justice de faire son travail. Moi, je crois qu'elle est en train de le faire. Et on verra clair, je pense, assez vite. Il faut se méfier de l'effet boomerang dans ces affaires-là. Vous dites que Bernard Tapie n'est pas clair. On peut se rendre compte également que la gauche n'est pas très claire non plus. Elle n'a d'ailleurs pas tellement été avec les affaires que l'on a connues. Elle n'est pas très claire également dans sa gestion des collectivités territoriales. Mais la justice, quand elle est saisie, suit son cours. Oui, mais il faut faire malgré tout attention à l'autre effet boomerang qui est d'alimenter ce tous pourri qui également donne à chaque fois des raisons supplémentaires pour les électeurs de se tourner vers On revient sur l'aspect de l'arbitrage. Bernard Tapie n'a pas exclu aujourd'hui que cet arbitrage, il n'a pas exclu, ça peut peut-être arriver, peut-être annuler l'arbitrage. Une procédure va recommencer, il peut y avoir une autre indemnisation. Ça peut durer une éternité. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles la décision d'arbitrage avait été prise. Il faut quand même rappeler une chose, c'est que l'État avait été condamné à la Cour d'appel pour indemniser Bernard Tapie de 156 millions d'euros. 156 millions d'euros. Ceci a été cassé par la Cour de cassation pour vice de forme. Alors Bernard Tapie, ce qui est extraordinaire dans l'émission, c'est qu'on a trouvé le Bernard Tapie toujours, c'est-à-dire d'une combativité et sûr de son bon droit. Bernard Tapie dit, s'il n'y avait pas eu l'arbitrage, vous auriez dû me payer 7 milliards d'euros. Comment il calcule ces 7 milliards? C'est la différence entre le prix auquel il a vendu Adidas à Robert Louis Dreyfus, il l'a vendu 2 milliards, il avait acheté 1,6 milliard à Adidas. Oui, je parle bien sûr en francs, bien entendu de l'époque. Il avait acheté 1,6 milliard, il vend 2 milliards par intermédiaire du Crédit Lyonnais. Et quand l'entreprise est cotée en bourse par Robert Louis Dreyfus en 1995, elle cote 11 milliards. Il dit, je suis floué de la différence. Je trouve que le calcul est un petit peu rapide parce qu'il n'était pas dans Adidas pendant toutes les années précédentes. Il a mis 3 ans à redresser la société, Robert Louis Dreyfus, avant de la coter en bourse. Et donc, il est convaincu qu'on lui doit soit 7 milliards. Et je pense qu'il est, je dirais, parfaitement honnête. Il est convaincu d'avoir été roulé dans cette affaire. Et en réalité, là où on pourrait critiquer la gauche, c'est que la gauche a forcé le Crédit Lyonnais à l'époque, pour que Bernard Tapie puisse rester ministre, à vendre Adidas, évidemment dans des conditions un petit peu rocambolesques, mais il y a eu peut-être des fautes du Crédit, mais la faute du Crédit ne signifie pas que Bernard Tapie ait été roulé au passage. Alors donc on a pris la décision de l'arbitrage. Effectivement, il y a 2 problèmes. L'arbitrage truqué, moi je n'en sais rien. Personne n'en sait rien, c'est la justice qui enquête. Mais il y a un problème de principe. Est-ce que l'État, sur des fonds publics, c'est-à-dire de l'argent public, doit recourir à une justice privée? C'est quand même un problème absolument fondamental que M. de Courson a posé dès le départ. C'est-à-dire que pour de l'argent public, une entreprise publique, c'est autre chose. Mais pour de l'argent public, il n'y a pas à recourir à une justice privée. En tout cas, on va laisser sur le volet judiciaire la justice évidemment enquêter et les enquêteurs. Surtout, il faut dire en tous les cas, François-Marc, que Bernard Tapie a le don d'exacerber les passions, de susciter les jalousies et les haines avec son affairisme, ses réussites étalées. Certains diront sa vulgarité. Beaucoup ne le supportent pas, à droite comme à gauche. Je dirais pas ça comme ça. Que pensez-vous de lui? Je pense que Bernard Tapie, c'est un personnage qui est remarquable à bien des égards, qui a fait beaucoup de choses dans sa vie,
s'occupait d'un grand club de foot, qui a monté une entreprise, qui était ministre. Bon, donc on ne peut pas lui reprocher d'avoir été très actif dans sa vie. Il a fait beaucoup de choses. Cela dit, je crois que lorsque l'on a jonglé avec les millions et qu'il y a aujourd'hui tant d'interrogations qui se portent sur son passé, sur toutes ces transactions et cet arbitrage privé avec une forme de partenariat étroit, je ne vais pas dire plus, avec l'Élysée à l'époque, on est légitimement amené à se poser des questions. Vous pensez qu'il est vicié cet arbitrage ? Il y a un partenariat étroit, tout le monde le reconnaît. C'est à la justice de le révéler. Je pense que moi je n'irai pas plus loin, mais je note comme tout le monde que c'est quand même curieux qu'il y avait des réunions multiples à l'Élysée pour essayer de faire avancer cette affaire ou d'autres. On conclut sur cette actualité, Yvan Rioufol. Bernard Tapie, d'abord, c'était quand même l'enfant de la gauche. Vous l'oubliez un peu vite, mais enfin, c'était quand même celui qui avait été nommé par François Mitterrand. Ça a été le Bernard Tapie des années fric, et les années fric, c'était les années de la gauche. Donc maintenant, vous prenez vos distances avec ceci, c'est très bien. Moi aussi, d'ailleurs, parce que je ne suis pas tout à fait, je n'apprécie pas beaucoup cet affairisme étalé, mais il était ce produit-là. Quant au reste, c'est vrai qu'il y a deux questions à soulever sur lesquelles je n'ai aucune réponse, à savoir si effectivement cette procédure de l'arbitrage était justifiée s'agissant d'un préjudice de l'État, et d'autre part s'il y a eu des pressions. Mais pour sur ces deux problèmes, nous ne savons rien. On peut s'accorder pour dire. Et en tout cas, ce n'est pas à travers ces noms d'oiseaux que l'on se jette que l'on éclairera l'opinion. Non, mais on peut s'accorder pour dire qu'il suscite les passions. Ça, c'est une chose certaine. Alors, autre sujet, messieurs. Le gouvernement défend cette semaine au Parlement, d'abord à l'Assemblée nationale, puis au Sénat, sa copie sur les économies à réaliser l'an prochain ou trouver 14 milliards d'euros. Collectivités locales à la diète, coup de rabot imminent sur les dépenses sociales. Quel est le plan de l'exécutif? On en parle dans un instant, mais d'abord, les faits, c'est avec Sophie Normand. Objectif, 14 milliards d'euros d'économies en 2014. Premier touché, les fonctionnaires. La croissance de la masse salariale de l'État sera ramenée de 3% à 0,15% en 2014, ce qui porterait à plus de 28 000 le nombre de suppressions d'emplois publics depuis le début du quinquennat. Le gouvernement prévoit de diviser par 4 la dépense publique, un effort important qui devra être partagé par tous les acteurs, l'État mais aussi les administrations de sécurité sociale et les collectivités territoriales. Les dépenses de fonctionnement de tous les ministères baisseront de 2% grâce à la modernisation des achats publics. Des ministères qui verront leur crédit chuter. Moins 7% pour l'écologie, moins 5,4% pour l'agriculture, moins 2,8% pour la culture. Effort aussi du côté des opérateurs de l'État, c'est-à-dire les agences, instituts, musées ou autres organismes comme Météo France. En 2014, les moyens qui leur sont affectés devraient baisser de 4%, hors Pôle emploi et les universités. Ce qui devrait entraîner des annulations de projets et plus de 1200 suppressions d'emplois. Et le débat vérité sur les économies à faire commence demain à l'Assemblée, se poursuivra dans la semaine au Sénat. Et le président de la République a évoqué ce matin dans Ouest France les dépenses sociales. François Marc, est-ce que vous êtes favorable à un coup de frein sur ces dépenses ? Je crois qu'il faut procéder à des coups de frein d'une façon systématique, puisqu'il y a aujourd'hui en France un déficit qui en 2012 était de 87 milliards. Il faut le ramener à zéro. Donc à partir du moment où les Français considèrent qu'on a déjà assez d'impositions, et après tout je pense qu'ils ont raison, il faut raboter sérieusement sur toutes les dépenses. Et donc aucune dépense ne doit être considérée comme à l'écart. Pour autant, il y a des priorités, elles sont affichées sur l'éducation, la justice et la sécurité, mais partout ailleurs, je crois qu'aujourd'hui, il y a de sérieuses ponctions à opérer. Mais l'exécutif a prévenu, on ne touche pas aux minima sociaux, minimum vieillesse et RSA, mais quelle est votre recommandation pour ces dépenses sociales? Où faut-il, j'allais dire, couper prioritairement? Je crois qu'aujourd'hui, on est dans l'idée qu'il faut répartir assez largement les choses. Donc, on va prélever au niveau de la branche famille, on va prélever au niveau des retraites et on va prélever au niveau de la maladie. Non, au niveau de l'AGIRC. L'alignement de la CSG? La CSG, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Je crois que les choses sont sur la table. Le gouvernement annonce un certain nombre d'orientations et nous indique qu'il faut que toutes les dépenses soient touchées. Après, le débat parlementaire a vocation à voir... Mais qu'est-ce que vous recommanderiez au gouvernement? Pour l'instant, le débat d'orientation budgétaire, c'est quelles sont les grandes masses
quelles sont les grandes masses et comment on va répartir l'effort par grande masse. Donc on en est là, et le débat de cette semaine, c'est uniquement ça. Est-ce qu'on en sollicite au niveau des impôts, et est-ce qu'on en réduit au niveau des dépenses, et dans quelle proportion, pour atteindre quel objectif, quel endettement? Ce sont les grands équilibres. Et au mois de septembre, on va s'attaquer aux détails, tant sur la fiscalité que sur le plan des dépenses. Alors, ça va faire mal au mois de septembre, parce qu'on nous dit Jean-Louis, ces dépenses, ce sont les allocations familiales, c'est la retraite, c'est la santé. Là, on touche vraiment au très très sensible. Je crois qu'on va enfin rentrer dans la politique et on va sortir de la pure technique. Parce que lorsque l'on parle, si vous voulez, de dépenses de l'État en général, on parle surtout gestion, la manière dont l'État gère les fonds. Lorsque l'on parle de la dépense sociale, qui représente pratiquement 50% de la dépense public dans son total, là on rentre dans la vraie politique, c'est-à-dire effectivement on rentre dans le modèle social, on rentre dans le modèle social français, son efficacité, son coût, etc., etc. Et alors effectivement ça devient de la grande politique parce que là on touche non pas seulement, je dirais, aux fonctionnaires, mais on regarde du côté des 11 millions de gens qui ont des allocations familiales, des 15 millions de retraités. Donc là, ce sont des très très grosses masses et on revient sur des grandes questions politiques. Je reviens sur la stabilité fiscale. Vous promettez, avec le gouvernement, puisque vous êtes socialiste, est-ce que vous promettez qu'il n'y aura pas une inflation encore des impôts pour l'année à venir? Le président de la République du gouvernement. Oui, le président de la République s'est exprimé aujourd'hui. Vous souriez, ça nous inquiète. Non, mais je ne sais pas pourquoi vous posez la question. Je pense que les choses sont sur la table. Je vois les paroles sans poser de questions. Les choses sont sur la table. Le président de la République a dit clairement, on va augmenter les impôts la première année. Ça a été fait. On a sollicité 20 milliards. Et ensuite, les économies vont être surtout opérées sur les dépenses. Ouais. Donc on sait très bien que pour l'année qui vient, il y aura 14 milliards qui vont provenir d'économies sur les dépenses. Et pas d'impôts. Et s'agissant des recettes, il y a, vous l'avez évoqué, les recettes sur les budgets sociaux, et puis un certain nombre de niches fiscales ou d'opérations de ce genre qui vont permettre de trouver les recettes additionnelles. Mais il n'y aura pas de création d'impôts nouveaux. Il y aura... Ça se discute. Ah oui. Je pense que ça se discute. Le président de la République, aujourd'hui, dans son interview, a dit qu'il n'y aura pas d'augmentation en cours d'année. C'est-à-dire, cours d'année, c'est en 2013. Donc nous sommes jusqu'à la fin 2013, il n'y aura pas. Ouais. Ensuite, le président de la République avait déclaré dans sa conférence de presse, l'idéal voudrait qu'il n'y ait pas d'augmentation d'impôts en 2014, alors qu'avant c'était il n'y aura pas d'augmentation d'impôts autre que la TVA qui était déjà prévue. Là il a dit l'idéal. Or nous savons tous, le diable se niche dans les détails. Que et que l'idéal n'existe pas sur Terre, n'est-ce pas? Donc les choses se compliquent. Yvan Rioufol, le gouvernement est attaqué sur sa gauche pour sa logique mortifère, disent-ils, de l'austérité. Attaqué sur sa droite, sur le fait qu'il n'en fait pas assez. Mais le gouvernement ne fuit pas ces réalités. Il va y avoir des baisses de dépenses, ça va être maîtrisé. Il a fui ces réalités, en tout cas la première année, puisque la première année, il a augmenté les impôts, il a augmenté les dépenses. Il a fait très exactement l'inverse de ce que l'on attendait de lui. Alors aujourd'hui, j'entends naturellement qu'il a pris conscience, naturellement qu'il fallait faire des dépenses, et il faut en faire, puisque 57% de la richesse nationale sert à payer des dépenses publiques, ce qui est absolument énorme. Nous sommes le premier pays en Europe, je crois, à avoir un tel rapport de dépenses. Donc naturellement, il faut absolument résorber ce 1800 milliards de déficit. Or, le gouvernement nous annonce... De dépenses, pardon. Or, le gouvernement nous annonce un milliard d'économies. Donc on voit bien qu'on est très en deçà. Et moi, le problème qui se pose, me semble-t-il, au-delà des questions techniques sur lesquelles je ne suis pas spécialiste, c'est cette crise de l'intelligence, cette crise de la pensée dont d'ailleurs parle Michel Rocard lui-même, en faisant remarquer que la gauche n'a pas fait l'effort intellectuel, en tout cas, de se pencher sur ce que devrait être aujourd'hui l'avenir de cette économie-là, sachant qu'on ne peut pas se raccrocher à cet état. C'est un vaste débat, oui. Oui, mais c'est le vrai débat. Il n'y a pas eu de pensée sur ce que nous vivons, sachant que aujourd'hui, nous sommes condamnés aujourd'hui à vivre en attendant cette croissance qui ne viendra plus. Le débat sur les finances publiques commence donc demain à l'Assemblée. Je crois que c'est mercredi ou jeudi au Sénat. Sous quel signe doit-il se tenir? Quel est le mot-clé pour ce débat? La justice, l'égalité, la solidarité? La justice et la restauration de la confiance. Parce qu'aujourd'hui, le pays, pour sortir de l'ornière dans laquelle François Hollande l'a trouvé, parce qu'il ne faut pas oublier ça,
il a besoin d'une mobilisation de toutes les énergies. Donc il faut restaurer de la confiance et je pense que c'est ça l'élément majeur vers lequel on doit tendre tous les efforts. Merci d'avoir été nos invités, Jean-Louis Gombault, Yvan Rioufol et François Marc. Merci à vous. On arrive à la fin de ce journal. Merci surtout à vous de votre fidélité. Tout de suite, c'est votre soirée documentaire sur Public Sénat. Douce nuit, à demain, avec plaisir, bien sûr. Juin 1967. Les Israéliens infligent en 6 jours une défaite écrasante à l'Égypte, la Jordanie, la Syrie et l'ensemble du monde arabe. De ce bouleversement, nous continuons de vivre aujourd'hui les conséquences. Qui se souvient des rêves de Gamal Abdel Nasser? Nasser incarna pendant près de 20 ans les espoirs d'une grande nation arabe unie, libérée de la domination des vieilles puissances coloniales. Et puis, son rêve d'unité des Arabes s'est fracassé en ces 6 jours de la défaite de juin 1967. 3 ans plus tard, Nasser meurt à 52 ans d'une crise cardiaque, le cœur brisé, disent ses amis. Que reste-t-il des rêves modernes et laïques de Nasser? Un monde arabe déchiré, où toujours plus nombreux aujourd'hui sont ceux qui ont perdu espoir et cherchent une issue dans une religion accaparée par des extrémistes. L'an prochain à Jérusalem. Cela avait été pendant des siècles le rêve des Juifs, sans que ce soit jamais un rêve de conquête. Or, c'est en vainqueur comblé que ces généraux israéliens entrent dans la ville sainte. Sur cette photographie, il manque quelqu'un. Un homme qui fit tout ce qu'il put pour éviter la guerre. C'est Levi Eshkol, Premier ministre israélien. Qui se souvient de lui? Il est tout le contraire de Nasser. Il ne fait pas rêver son peuple. Tout juste fait-il la joie des caricaturistes. Eshkol est avant tout un homme de conciliation. Un homme qui cherche à éviter les solutions radicales. En juin 67, il ne peut contenir les va-t-en-guerre et les généraux. 1 an et demi après la guerre, il meurt à 74 ans d'une crise cardiaque. Le cœur brisé, dit sa femme. La guerre de juin 67 fut pour Israël une victoire militaire éclatante. Mais avec les années, l'occupation des territoires conquis a suscité une résistance palestinienne irréductible et a conduit Israël à l'enlisement. Le Caire, 14 mai 1967. Un convoi de voitures officielles file dans la nuit vers la résidence du président Gamal Abdel Nasser. C'est Anwar el-Sadat, le président de l'Assemblée nationale, de retour de Moscou. Il porte un message des dirigeants soviétiques, les puissants alliés de l'Égypte. Un message urgent et inquiétant. Israël s'apprêterait à attaquer la Syrie dans les tout prochains jours. Sadat entre dans le bureau de Nasser, où se trouve aussi le maréchal Amer, chef d'état-major des armées. Dans un monde arabe qui tente de sortir du sous-développement, l'Égypte est le pays le plus influent. Elle a signé un pacte d'alliance militaire avec la Syrie. Si la Syrie est attaquée,
l'Égypte doit se porter à son secours. Des affrontements militaires sont fréquents depuis un an entre la Syrie et Israël. Le message soviétique apparaît donc plausible. Nasser n'a pas mis en doute les affirmations des soviétiques. Il fallait donc qu'il agisse. Si Israël attaquait la Syrie, l'Égypte lui devait assistance vu leur alliance. Et s'il ne le faisait pas, il aurait été en mauvaise posture dans le monde arabe. Amer affirme à Nasser que l'armée est en mesure de faire face à Israël. La mobilisation générale est lancée. L'armée, épuisée par une guerre au Yémen, manque d'hommes. Alors c'est avant tout dans les campagnes et les villages du delta du Nil que l'État va chercher ses fantassins. Par milliers, les paysans du delta reçoivent leur ordre de mobilisation. Pour nous, il n'y avait que Nasser. Les paysans étaient très pauvres et Nasser leur a donné de la terre. Nasser aidait les pauvres. Nasser, nous l'aimions tous. Dans les premières 48 heures, 3 divisions s'engagent dans le Sinaï. 45 000 soldats, 300 tanks, 450 véhicules blindés, des unités d'artillerie. Les hommes sont pour la plupart des appelés, peu formés, et les équipements principalement fournis par les soviétiques. Le défilé est impressionnant et fournit de bonnes images à la télévision. Une seule certitude, en exhibant des troupes en masse, si près de la frontière avec Israël, Nasser vient de faire un geste spectaculaire qui aura des répercussions dans toute la région, pour longtemps. Le 15 mai, une autre parade. C'est pour la fête nationale israélienne, à Jérusalem, à quelques centaines de mètres de la frontière avec la Jordanie, qui divise la ville. Levi Eshkol, Premier ministre et aussi ministre de la Défense, passe les troupes en revue. Il est informé des mouvements des troupes égyptiennes dans le Sinaï. Je suis assis pas loin de Levi Eshkol, sur une tribune dans le stade. Le défilé commence et un officier arrive. Il murmure quelque chose à l'oreille d'Eshkol. Eshkol fronce le sourcil, a l'air inquiet. Que cherche Nasser en mobilisant son armée? Sans doute Eshkol s'interroge-t-il, mais il participe aux festivités comme si de rien n'était. Conseillé par Rabin, son chef d'état-major, Eshkol décide quand même de mobiliser une brigade blindée, mais pas plus. En attendant d'en savoir davantage. Dans les heures qui suivent, 3000 hommes sont appelés, selon les procédures bien rodées d'une armée efficace. L'un d'entre eux, Yehoshua Bar Dayan, soldat de réserve israélien, commence la rédaction d'un carnet de bord où il consigne ses impressions. « 11 heures du soir, le téléphone sonne. Je dois partir dans les 10 minutes et donner un coup de main pour mobiliser mon unité. Gila est tout ému. Je suis nerveux, moi aussi. Il faudra toute la nuit pour mobiliser tout le monde. On monte les escaliers, on frappe à la porte. Visage inquiet. Des pères qui vont embrasser leurs gosses, qui essaient de les calmer, les rassurer. À 6 heures, je suis de retour. J'embrasse Gila et Yariv. «
Quand je repars, ils me font signe du balcon. Au ministère de la Défense, où se réunissent au même moment les hommes des services de renseignement, on ne voit pas dans l'action de l'Égypte le prélude à une guerre. Nous avons étudié la situation et dès minuit, nous avons produit notre première analyse sur les mouvements des troupes égyptiennes. Notre interprétation était qu'il s'agissait d'une tactique visant à faire pression sur Israël, au cas où nous voudrions attaquer la Syrie. Pour le général Gazit, la guerre n'est pas à l'ordre du jour. Cette nuit-là, revenant chez lui, il entend dans sa voiture « Jérusalem dort », grand succès du moment à la radio. Cette chanson exhorte les Juifs à ne jamais oublier Jérusalem. De son côté, Nasser a fait vérifier la situation militaire à la frontière syrienne. Pas de concentration de troupes israéliennes, lui dit-on. Nasser va-t-il retirer ses troupes du Sinaï? En mobilisant son armée, il a déclenché l'enthousiasme des peuples arabes. C'est de son attraction sur les masses qu'il tient son autorité. Il ne veut pas les démoraliser. Il ne peut pas faire machine arrière. Une des raisons de l'amour des Arabes pour Nasser, c'était son nationalisme. Il suscitait l'enthousiasme des Arabes où qu'ils se trouvent, en leur faisant comprendre qu'ils constituaient une force en tant qu'Arabes et non pas en tant que ressortissants de tel ou tel pays. Nasser se saisit de l'occasion pour renforcer la présence arabe sur la scène internationale. C'est son souci de toujours. A new Middle East crisis arises as President Nasser of Egypt tells a wildly cheering crowd in Alexandria that Egypt has seized the internationally owned Suez. 1956, il force le destin. Il annonce la nationalisation du canal de Suez, d'importance stratégique pour l'acheminement du pétrole en Occident. Octobre 56. Israël, la France et la Grande-Bretagne conjuguent leurs forces pour reprendre le canal. The Egyptian army was defeated. Ce fut certes une défaite militaire, mais Nasser la transforme en succès politique, quand le Conseil de sécurité de l'ONU ordonne le retrait des armées étrangères. Notez qu'en 1956, c'est quand même une victoire. Dans la mesure où aussi bien les deux grandes puissances impériales qui ont dominé la scène politique jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, la Grande-Bretagne et la France, ont obligé de se retirer, et bien plus, les troupes israéliennes ont obligé de se retirer aussi, et le canal de Suez a été nationalisé. La victoire politique de Nasser est cependant restée inachevée. Il a dû faire deux concessions, qui étaient de taille. Accepter des forces de l'ONU sur le sol égyptien, accepter la libre navigation dans le détroit de Tiran et le golfe d'Aqaba, y compris pour les navires israéliens. Pendant près de 10 ans, cette frontière stratégique redevient calme grâce au casque bleu de l'ONU. Mais en ce mois de mai 1967, tout va être remis en cause avec une nouvelle initiative de Nasser. J'ai reçu un appel téléphonique du général de brigade Sharkawi, qui était l'officier de liaison.
Il m'a dit qu'il avait reçu des instructions de l'état-major au Caire. Le même jour, le général Charkaoui arrive avec un message du Caire. L'Égypte demande aux casques bleus de quitter leur poste de contrôle, le long de la frontière. Si la guerre devait éclater, leur sécurité ne pourrait être garantie, dit le message. J'ai réagi très froidement. J'ai dit, écoutez, je vais faire part de votre message au secrétaire général et lui demander ses ordres. Et alors Charkaoui m'a dit, mais monsieur, qu'en pensez-vous vous-même? J'ai réfléchi très vite et lui ai dit, avez-vous bien mesuré les conséquences de votre démarche? Avez-vous bien pris en compte ce que vous devrez faire vis-à-vis Israël lorsque vous aurez avancé vos troupes vers la frontière après le départ des forces de l'ONU? Avez-vous bien réfléchi à la réaction des Israéliens? Il a répondu, cher monsieur, la prochaine fois que nous nous verrons, ce sera pour déjeuner à Tel Aviv. L'ONU est mise au pied du mur. Les pays du tiers-monde, qui refusent de s'aligner sur les grandes puissances, y jouent maintenant un rôle décisif. Ils voient en Nasser l'un des leurs. Utan, le secrétaire général, décide de respecter la décision de l'Égypte. These are the last pictures taken of members of the United Nations Emergency Peacekeeping Force in position on Egyptian territory at the Gaza Strip frontier with Israel. We filmed them last Quelques jours plus tard, les forces de maintien de la paix s'en vont. time 2 p.m. De l'autre côté de la frontière, les Israéliens observent le départ des forces de l'ONU. Plus aucune force internationale pour séparer maintenant les armées israéliennes et égyptiennes. En demandant le départ de l'ONU, Nasser a fait monter les enjeux. La mise en cause des accords de 1956 crée une situation critique. Tel Aviv, ambassade américaine. John Haddon de la CIA rend compte des événements à sa hiérarchie. Nasser fait monter la mise, analyse-t-il. Mais cela ne signifie pas qu'il cherche la guerre. Cela me rappelait un petit garçon qui est retenu par son père. Il dit « Laisse-moi, je veux aller me battre, laisse-moi ». En fait, tout ce qu'il veut, c'est qu'on le retienne, mais tout d'un coup, son père le laisse aller. Et à ce moment-là, il n'y a plus rien pour le retenir. C'est chez lui, dans une rue tranquille de Jérusalem, que Lévi Eshkol apprend le retrait de l'ONU. Il craint que se déclenche une dynamique que personne ne pourra plus maîtriser. Extrait du journal de son conseiller militaire, le colonel Lior. Ce soir, Eshkol s'est confié à son adjoint, à moi et surtout à son épouse, Myriam. Comme Nasser, Eshkol est conscient que le départ des forces de l'ONU crée une situation nouvelle qui pourrait mener à la guerre. Tout incident peut conduire à un débordement. Maintenant que les forces de l'ONU se sont retirées, le détroit de Tiran est sous contrôle égyptien. Pour afficher cette souveraineté retrouvée, Nasser est tenté d'aller plus loin. Interdire l'accès aux navires israéliens dans le détroit. Mais, demande Nasser à son chef d'état-major, si Israël réagissait, quelle serait la capacité de défense de l'Égypte? Le maréchal Amer répond que son armée est prête.
Beaucoup de gens vous diront que le seul responsable des décisions était Gamal Abdel Nasser. Moi, je peux vous affirmer que si la direction militaire avait informé Nasser que les troupes n'étaient pas préparées, qu'elles n'étaient pas prêtes pour la guerre, il n'aurait pas fait monter la pression à ce point. Nasser ne peut que se fier au commandement militaire, en particulier Amer. Amer et Nasser sont de vieux compagnons de combat. Ensemble, ils ont pris le pouvoir en Égypte, il y a 15 ans. Il y a comme un pacte entre eux. À Nasser, les affaires de l'État, à Amer, celles de l'armée. Rompre ce pacte mettrait en cause la stabilité du pouvoir en Égypte. Nasser disait « Je suis un joueur d'échecs, mais c'est en politique que je mène mon jeu, pas dans le domaine militaire. J'ai mené mon jeu à maintes reprises avant 1967. Mais cette fois, ce qui m'a fait aller à la guerre, c'est ce que m'a affirmé Amer sur l'état des forces égyptiennes. » L'état de l'armée est trompeur. L'armée est nombreuse, mais fragile. La tragédie, c'est qu'ils étaient incapables d'évaluer le rapport des forces. Il faut dire que ce n'est pas facile. Les nombres ne suffisent pas. Il faut aussi du jugement fondé sur l'expérience. 3 tanks plus 3, ça n'en fait pas forcément 6. Ces quelques heures sont cruciales. Nasser sait que la fermeture du détroit de Tiran peut constituer une cause de guerre. Le détroit est pour Israël la seule voie d'accès maritime au sud. Parviendra-t-il à mettre les grandes puissances devant le fait accompli, comme il avait su le faire en 1956 pour la nationalisation du canal? Sa décision est prise. Elle marquera sa vie, comme elle marquera l'histoire de l'Égypte. C'est devant des aviateurs que Nasser annonce la fermeture du détroit. Il est accompagné d'Amer, comme s'il voulait afficher sa confiance dans l'armée. Le colonel Lior, conseiller militaire d'Eshkol, est réveillé à 2h30 du matin. On lui annonce la fermeture du détroit de Tiran. Je suis assis dans mon lit. Je sens le sang battre dans mes tempes. Je sais que la situation est sans retour. Israël fera la guerre. On me demande de descendre à la salle du Conseil des ministres. Je pense que la guerre va éclater aujourd'hui. Nous ne pouvons pas laisser à l'armée égyptienne le temps de s'organiser. Je réveille Eshkol sur sa ligne directe. Monsieur le Premier ministre, les Égyptiens ont fermé le détroit. « 8h le matin. Eshkol rencontre plusieurs généraux qui attendent de lui des décisions. Il y a là le chef de l'état-major, Yitzhak Rabin, et le chef des services de renseignement, Aharon Yariv. Pour eux, Israël doit répondre par la force, pour affirmer sa supériorité militaire. Eshkol écoute ses généraux. Il veut savoir si le détroit est effectivement bloqué. D'ici une semaine, un cargo pétrolier se présentera dans le golfe d'Aqaba à destination du port israélien d'Elat. On verra bien si les Égyptiens empêcheront son passage. Mais pour les militaires, peu importe de savoir si le détroit est véritablement fermé.
Dès lors qu'il était annoncé que c'était fermé, pour les Israéliens, reculer vu ce qui se passait, ce n'était pas possible. Pas possible parce que ça aurait été reconnaître une défaite. What's now going to happen, Mr. President? Do you think the Israelis are going to attack the Arabs? Well, we are waiting for them. We left for them the initiative completely. We are waiting for them. En Israël, ce qui agite les militaires est de savoir s'ils peuvent rester l'arme au pied, au risque de donner une impression de faiblesse. Le général Rabin, chef d'état-major, déclare « Ce n'est pas seulement la liberté de navigation qui est en cause. C'est la crédibilité d'Israël, sa détermination et sa capacité à exercer son droit de se défendre qui sont en jeu. » Au terme d'une discussion orageuse, le gouvernement remet sa décision au surlendemain et confie une mission d'urgence au ministre des Affaires étrangères, Abba Eban. Consulter les alliés d'Israël en Europe et en Amérique dans l'espoir qu'ils imposent la réouverture du détroit. En Égypte, la radio officielle affûte ses arguments pour mobiliser l'opinion publique. La radio s'adressait aux populations arabes en leur demandant de se ranger aux côtés de l'Égypte en cas de guerre. Tous avaient la certitude que l'armée pouvait gagner, y compris nous dans les médias. من الواضح أن عبد الناصر كان هو القوة الروحية Il n'y avait aucun doute que Gamal Abdel Nasser allait le plus loin du point de vue des Arabes. Du golfe Persique jusqu'à l'océan Atlantique, Nasser était le dirigeant que nous attendions. الموديل النهائي للشخصية التاريخية المنتظرة هو عبد الناصر. أبناء الشعب العربي هم السبب فيما حدث. Il est vrai que des gens disaient que Nasser, ce n'était que du blabla. Mais en réalité, le monde arabe était prêt à le suivre. Le monde arabe était prêt à tout faire pour un projet qui réussisse. Pour Nasser, la Palestine est au cœur du combat de la nation arabe. C'est vers lui que se tournent des centaines de milliers de Palestiniens, réfugiés en Jordanie ou à Gaza, depuis la création de l'État d'Israël en 1948. Case of the Arabs of Palestine. You know, here in this part of the world, in the Arab country, no one accepts this idea about forgetting all the past, all the 20 years, and close our eyes and leave everything as it is. We insist about the rights of the Arabs of Palestine. En 1967, il n'y a guère que Nasser pour entretenir l'espoir des Palestiniens de revenir dans leur village et leurs terres. Les gens étaient très... Ils se tournaient vers Nasser. Vous savez, il était encore plus populaire auprès des Palestiniens que des Égyptiens. Je me souviens d'avoir vu son visage sur des tapis de prière. J'étais ébahi. Mais c'est quoi ce visage d'Abdel Nasser sur un tapis de prière? Je veux dire, il était un héros extraordinaire, comme s'il ne pouvait agir que dans le bon sens. L'atmosphère a changé. Peinture murale de propagande, émissions politiques à la radio et à la télévision égyptienne. L'objectif est de mobiliser les populations arabes. Et les émissions franchissent les frontières, jusqu'en Israël. Certains programmes sont même diffusés en hébreu pour les Israéliens.
Cette propagande a son effet en Israël où la télévision n'existe pas encore. En 1967, ce sont les programmes de la télévision égyptienne que l'on regarde dans le pays. Vous ouvrez votre téléviseur et vous voyez la télé égyptienne. Et vous voyez la liesse dans les rues. Vous voyez Nasser dans une base aérienne dans le Sinaï avec des pilotes de MiG-21 dans leur combinaison de vol, prêts au combat avec un énorme sourire. Vous voyez une immense quantité de tanks qui entrent dans le Sinaï. Les caricatures de presse publiées en Égypte sont reproduites en Israël. Elles contribuent à affoler l'opinion publique avec leur imagerie de destruction guerrière. Les Israéliens se préparent au pire. Des rabbins consacrent la terre de parcs publics pour les transformer en futurs cimetières. Des volontaires se pressent pour offrir leur sang. On creuse des tranchées. Presque tous les réservistes sont maintenant mobilisés. J'avais très peur de quitter ma maison. Les rues étaient vides. C'était comme une ville fantôme. Je me disais que si nous étions occupés, j'ouvrirais le gaz pour mourir tous ensemble. Je n'accepterai pas qu'on fasse du mal à mes enfants.